je veux parler de ce qui se passe en Chine parce que, comme je l'ai dit, il traverse littéralement ce que les États-Unis ont vécu, peut-être même plus extrême, qu'en 2008 et 2009. Alors, allons jeter un œil à ce fil que j'ai vu sur Twitter aujourd'hui. Je pense que cela résume vraiment à quel point ce que nous voyons en Chine en ce moment est littéralement sans précédent. Et je veux en parler parce que je sais qu'en tant qu'Américains, nous nous concentrons sur le bon vieux US. C'est compréhensible, mais nous devons regarder l'économie internationale dans son ensemble pour comprendre ce qui s'y passe, parce qu'à la fin de la journée, cela va avoir un impact sur les États-Unis. Je ne dis pas que cela va ramener les États-Unis au niveau de la Chine, mais cela va certainement jouer un rôle dans ce qui se passera en 2025. Et au fait, ce n'est pas seulement la Chine, c'est l'Inde, c'est Vietnam, c'est la Malaisie, c'est Canada, c'est le Royaume-Uni et c'est l'Allemagne. Alors, allons jeter un œil à ce fil. Je pense que vous allez trouver ça fascinant. C'est tiré de la lettre Kobesi. Sur Twitter, il publie des choses géniales. Il disant que cela ne s'est jamais produit dans l'histoire récente. De quoi parle-t-il? Dans un effondrement soudain, les taux d'intérêt à 30 ans sont maintenant plus bas, en Chine qu'au Japon. Laissez-moi juste le redire, parce que c'est ahurissant. C'est incroyable. Pensez à Japon. Ils ont eu qu'est-ce qui est perdu? 3 décennies qu'ils luttent contre la déflation. Ce sont eux qui ont d'abord rendu les taux d'intérêt négatifs. Et leur taux d'intérêt à un jour en ce moment, pendant que nous parlons, c'est quoi? 25 points de base. Ce sont eux qui ont pratiqué le contrôle de la courbe des taux, même si cela n'a pas vraiment changé grand-chose. Mais ils se souviennent que leur banque centrale a fait beaucoup de contrôle des rendements ou de la courbe des taux. Excusez-moi pour ça. La BOJ possède environ 60% de la dette publique japonaise en circulation. Pensez à ça et maintenant les rendements de la dette à long terme de la Chine, pas des bons du Trésor, mais de la dette à long terme, sont plus bas qu'au Japon. Et le Japon a fait toutes ces choses, déflation, entreprise zombie, décennies perdues, taux d'intérêt négatif, au début de la courbe, même s'ils sont légèrement positifs maintenant. Le contrôle de la courbe des taux, au point que la Banque centrale possède 60% de la dette publique en circulation, et pourtant, l'obligation chinoise à 30 ans se négocie à un taux plus bas. En termes de rendement, c'est plus bas qu'au Japon. Laissez ça s'imprégner un moment. C'est comme ça devrait être partout sur CNBC et Bloomberg. C'est une énorme histoire quand on pense au fait que la Chine est la 2e plus grande économie du monde. On ne parle pas de l'Éthiopie. Ici, vous savez, on ne parle pas de l'Uruguay. Nous parlons de la Chine. Entrons dans le vif du sujet. L'économie de la Chine est actuellement décrite comme étant dans une spirale déflationniste. Comme on l'a vu au Japon dans les années 1990, ce n'est pas bon signe. Et quand on parle de déflation, rappelez-vous les gars, et vous le savez en regardant mes vidéos, mais pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux sur la chaîne, nous avons une déflation compartimentée. Nous avons une bonne déflation, une mauvaise déflation, et la façon de faire la différence, c'est simplement en posant une question simple. Est-ce que ça augmente la demande globale? Donc, si vous avez de la déflation, une bonne déflation, parce que nous avons plus de biens et de services produits, comme aux États-Unis dans les années 1800, eh bien, est-ce que ça va augmenter la demande globale? Absolument, c'est le cas. Parce que vous avez des salaires nominaux qui augmentent et des prix qui baissent, parce qu'il y a plus de choses, les gens ont plus de pouvoir d'achat, la demande globale augmente, tout le monde y gagne. Mais si vous avez le type de déflation qui réduit la demande globale, cela signifie que vous avez toute cette expansion de crédit. Puis, vous avez une contraction de crédit et un effondrement. Les gens perdent leur emploi, le pouvoir d'achat diminue. Et donc, cette déflation est le résultat d'un effondrement du crédit. Ce n'est pas le résultat de la production de biens et de services. Donc, évidemment, dans ce type de déflation, le pouvoir d'achat, la demande globale diminue, n'est-ce pas? C'est le mauvais type. Et c'est exactement ce qu'ils vivent en ce moment en Chine. Le premier graphique ici montre les obligations d'État à 30 ans. Et ils ont souligné que cela est tombé en dessous de ceux du Japon, ce qui est juste. Difficile à comprendre. La Chine fait maintenant face à la japonisation. Ouais, et il faut se demander, je veux dire, est-ce que c'est l'avenir pour les États-Unis? Et si tu dis non, pourquoi? Eh bien, parce que, Georges, la dette publique est de 36 trillions de dollars, parce que la dette publique est de 120% du PIB. OK, super.
La dette du Japon est de 250% ou 220% du PIB. Je ne dis pas que l'avenir des États-Unis est celui du Japon. Je ne dis pas ça, mais je dis qu'il y a un très bon argument. Pour expliquer pourquoi ce serait le cas, revenons au fil. Les investisseurs dans le marché obligataire chinois sont pessimistes sur la deuxième plus grande économie mondiale. Un écart record des rendements obligataires entre les États-Unis et la Chine est observé. Ouais, et je pense que la comparaison Japon-Chine est encore plus choquant. La Chine a connu 6 trimestres consécutifs de déflation. Encore une fois, le mauvais type de déflation, la première fois depuis 1999. Oui, un autre signal d'alarme, la dynamique de la population évolue et l'effondrement immobilier est pire qu'en 2008. Je dirais l'effondrement immobilier. Je pense qu'il compare la Chine à la Chine. Je dirais l'effondrement immobilier en Chine au cours des dernières années est probablement pire que l'effondrement immobilier aux États-Unis entre 2008 et 2012. Nous devrons voir comment cela se déroule, mais cela pourrait même rivaliser avec ce que nous avons vu au Japon, et appelons ça 2012. Nous devrons voir comment cela se déroule, mais cela pourrait même rivaliser avec ce que nous avons vu au Japon, et je me souviens bien de ces statistiques parce que je les utilise dans mon processus de prise de décision, tout dans l'immobilier 2012. La plupart d'entre vous connaissent mon histoire. J'ai pris ma retraite en 2012 et je voulais gérer mon propre argent. Je ne savais rien sur la finance, l'investissement, l'économie. Je ne savais même pas ce qu'était la Fed. Je n'avais absolument aucune idée. Mais je voulais prendre le taureau par les cornes. Je ne voulais pas déléguer ça à quelqu'un d'autre, à un conseiller financier, disons. Donc, je voulais acheter des choses quand elles sont bon marché et les vendre quand elles sont chères. Je savais que l'immobilier était bon marché. Mais comment savais-je que je limitais mes pertes ou quelle pouvait être ma perte potentielle? Parce que j'ai étudié le Japon. La première chose que j'ai faite quand j'ai pensé à entrer dans l'immobilier, c'est que j'ai étudié le Japon. J'ai étudié le Japon, leur effondrement au début des années 1990, et j'ai vu que leur marché immobilier a chuté de 60%. Et à l'époque, encore une fois, c'était l'été 2012, notre marché immobilier était en baisse d'environ 50. Donc, pour moi, je garde les choses. Super, super simple, en utilisant la stratégie KESS. J'ai dit, d'accord, eh bien, le Japon a chuté de 60, nous en sommes à 50. Cela signifie que ma perte potentielle est probablement de 10 ou 15%. C'est comme ça que j'ai déterminé qu'il y avait pas mal d'asymétrie là-dedans avec le flux de trésorerie et d'autres choses. Donc, mon point ici est de savoir si le marché immobilier chinois va baisser de 50%. 60%, c'est tout à fait possible. Et quand vous y pensez, vous devez réaliser cela. Il y a 2 ans, le marché immobilier chinois était la plus grande classe d'actifs au monde. Laissez-moi répéter, il y a 2 ans, avant qu'il ne s'effondre, le marché immobilier chinois était la plus grande classe d'actifs au monde. Cela écrasait le marché boursier des États-Unis, cela écrasait le marché obligataire des États-Unis ou le marché des bons du Trésor. C'était juste autour de 60 trillions de dollars. Et cela s'est effondré à hauteur de, juste quand j'ai étudié ça l'autre jour, peut-être, il y a un mois ou quelque chose comme ça, il était en baisse de 30%, 35%. Et au fait, 70% à 75% de la richesse des ménages chinois était dans l'immobilier. Alors, pensez à ça. Si nous avons une classe d'actifs de 60 trillions de dollars qui est en baisse, si je l'appelle 30%, 35%. 35%, c'est ça. 20 trillions de dollars de richesse nette des ménages, ça a été complètement effacé du côté actif du bilan. Pensez à ce que cela fait au pouvoir d'achat. Pensez à ce que cela fait à la demande agrégée. Et est-ce vraiment une surprise que la Chine ait connu 6 trimestres consécutifs de déflation? En fait, pour être franc, je suis surpris que ce ne soit pas pire, mais ce n'est probablement pas encore terminé. Les dynamiques de population sont l'une des plus grandes similitudes de la Chine avec le Japon, n'est-ce pas? Donc, vous avez, des problèmes démographiques là-bas? La démographie compte, mais pas seule. Inflation, déflation sont aussi clés. Banque, monnaie, énergie ont plus de poids. Je pense qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte concernant l'inflation, la déflation et une économie en croissance, en plus de la démographie. Et je pense qu'en fin de compte, je pense que le système bancaire, le système monétaire, l'énergie, des choses comme ça, l'emportent sur ce qui se passe avec la démographie, mais ils sont absolument cruciaux.
et c'est définitivement quelque chose que vous devez prendre en compte. Je ne pense tout simplement pas que ce soit la solution ultime. Donc, ils parlent de la façon dont leurs dynamiques de population sont absolument terribles. Cela a conduit à un effondrement de l'immobilier en Chine. Ouais, je ne sais pas si c'est strictement dû à la démographie. Je pense qu'il y a, je veux dire, ils avaient une démographie terrible, vous savez, pendant les 10 dernières années, et leur marché a quand même augmenté. Donc, je crois définitivement que cela contribue à ce qui se passe, mais je ne pense pas que ce soit le catalyseur spécifique ou la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais regardons ce graphique. Donc, voici l'indice de rendement total des biens immobiliers à haut rendement en Chine. Ça ne semble pas bon. Regardez ça, en baisse de 82%. À un niveau que nous n'avons pratiquement pas vu. Eh bien, nous l'avons vu en 2023, mais avant cela, vous auriez dû remonter jusqu'à, vous l'avez deviné, la crise financière mondiale. Maintenant, ils posent une bonne question. Pourquoi les marchés du monde entier ne s'effondrent-ils pas? La Chine, deuxième économie mondiale, un événement similaire à celui de 2008 en Chine, aurait des répercussions dans le monde entier. Pour l'instant, la Chine et les États-Unis, ce sont des situations complètement opposées. Alors, revenons en arrière et répondons à cette question. Pourquoi est-ce? Parce que, jusqu'à présent, cela avait été contenu en Chine, parce que ça ne s'est pas répandu. Dans le système bancaire, ça ne s'est pas répandu. Dans le système monétaire mondial, mais pour ça, nous ne sommes pas encore sortis d'affaires. Parce que ce que vous voyez généralement, c'est toute cette mauvaise gestion sur le bilan des banques domestiques. Je ne parle pas des déchets, je parle de l'immobilier. Mais n'oublions pas qu'il y a une tonne de cette mauvaise gestion sur les bilans des banques en dehors de la Chine. Ce sont juste celles à l'intérieur de la Chine. Ce sont eux qui sont stressés d'abord, et ensuite ça descend, c'est cet effet domino. Donc, ça commence avec les banques chinoises, l'économie chinoise, et ça a des répercussions sur le système monétaire mondial parce que ça commence à impacter les bilans de ces banques en euro-dollars. Cela a malheureusement fourni beaucoup de prêts en dollars aux banques chinoises pour faire gonfler cette bulle immobilière pour commencer. Vous voyez, à la fin de la journée, les amis, tout est interconnecté. Donc, c'est juste un domino qui tombe, le suivant tombe, le suivant tombe. Mais juste parce que seul le premier domino est tombé, ça ne veut pas dire que le cinquième et le sixième qui sont encore debout ne vont pas tomber. À un moment donné, dans un avenir proche, surtout quand on considère la deuxième plus grande économie du monde et, au fait, la plus grande classe d'actifs, réfléchissons à cela. Tu penses qu'une classe d'actifs de 60 trillions de dollars qui s'effondre ne va pas d'une manière ou d'une autre impacter les banques en dehors de la Chine? Aide-moi avec ça. J'aimerais savoir comment tu vois le verre à moitié plein, n'est-ce pas? Maintenant, je ne sais pas ce qu'il y a sur leur bilan, mais je peux presque vous assurer qu'ils ont beaucoup de cette boue toxique. Eux, c'est-à-dire les banques en euro-dollars en dehors de la Chine, elles ont autant, sinon plus, de cette boue toxique sur leur bilan que les banques chinoises au total. Rappelez-vous, ces deux entités sont connectées. D'où les banques chinoises ont-elles obtenu une grande partie de leur liquidité? D'où ont-ils obtenu beaucoup de leurs dollars? Eh bien, c'était des prêts des banques euro-dollars vers la Chine. Donc, c'est juste, c'est un puzzle Jenga ici, les gars, tout comme on l'a vu dans ce film, The Great Short. Et nous retirons juste une pièce de Jenga à la fois. C'est le fond du problème ici. Malheureusement, la Chine, dans son marché immobilier, n'est pas juste une pièce de Jenga. C'est comme dit, il continue en disant que la confiance des consommateurs s'est effondrée en Chine. Tu ne dis pas 70% de la richesse nette des ménages est dans l'immobilier et l'immobilier a chuté de 35%, 75%, sans aucun signe d'arrêt de la baisse et la confiance des consommateurs est en baisse. Choc, n'est-ce pas? En fait, je suis surpris que la confiance des consommateurs ne soit pas encore plus basse. Donc, si c'est le cas et que ça continue de baisser, que se passe-t-il avec la vitesse? Que se passe-t-il avec la demande agrégée? Que se passe-t-il pour ces entreprises qui n'ont plus ces clients? Ils doivent baisser leurs prix, ils doivent commencer à licencier des gens. Et au fait, cela pourrait entraîner de la déflation aux États-Unis. Qui sait ce qui va arriver à ces tarifs? Mais à un certain moment, ces producteurs chinois vont devoir baisser encore plus leurs prix juste pour essayer de stimuler une sorte de demande parce que ça ne vient pas de l'économie domestique. Mais rappelle-toi, leurs marges sont super faibles. Donc, ce n'est pas comme s'ils pouvaient baisser les prix autant que ça. Parlons de la monnaie. Cela a conduit à un affaiblissement rapide du yuan chinois, une autre crise dans une crise. Donc, si le yuan chinois baisse, que se passe-t-il
avec le fardeau de cette dette libellée en dollars? C'est très probablement sur le bilan du côté des actifs de ces banques dans le système euro-dollar qui font partie du système monétaire mondial. Cela a conduit à la Chine. Tu vois, le fardeau devient beaucoup plus lourd pour rembourser ces banques parce que le flux de trésorerie, dans une large mesure, est en yuan chinois, mais la dette est en dollars. Donc, tout comme nous en avons parlé dans les dernières vidéos que nous avons faites, ce que cela fait, c'est que c'est comme si tu avais un prêt hypothécaire à taux variable. Et ton taux passe de 3% à 10%. C'est ce qui arrive à toutes ces entités chinoises qui ont des dettes libellées en dollars. Et n'oublions pas, donc, nous nous concentrons sur ceux qui ont les passifs, mais concentrons-nous sur ceux qui ont les actifs. D'accord? Parce que le passif, cette dette libellée en dollars, est un actif de quelqu'un d'autre, un actif d'une banque dans le système euro-dollar. S'ils font faillite, cela crée un trou dans leur bilan. Que se passe-t-il alors avec le prêt en dollars? Ça s'effondre, la liquidité s'assèche, le dollar monte en flèche, ce qui aggrave le problème. Tout à coup, tout a du sens pourquoi la Chine accumule des réserves d'or. Et, d'accord? Je ne vois vraiment pas le lien là. Mais ce qu'ils devraient vraiment faire, c'est accumuler des réserves en dollars. Ils ont probablement dépensé tous leurs dollars pour essayer de soutenir cette monnaie stupide et pour tenter de financer leur banque. Et t'as juste de la mauvaise monnaie qui poursuit de la bonne. Les implications de l'effondrement de l'immobilier en Chine s'étendent au-delà de l'immobilier en Chine. Je veux dire, je pense que c'est une très forte probabilité, une énorme nouvelle à laquelle nous devons vraiment prêter attention. Et rappelle-toi, tout a commencé avec Evergrande. Nous faisions des vidéos sur Evergrande. Nous avons débuté il y a 1 an et demi. Et rappelle-toi, quand nous faisions ça, tout le monde nous disait « Oh, vous semez la peur, Georges. » Ah, Evergrande. Qui se soucie d'Evergrande? Tu te souviens de ça? Oh, c'est un gros non-événement. Oh, vraiment? Il se trouve qu'en regardant en arrière, nous pouvons voir qu'Evergrande était le canari dans la mine de charbon. Au moins en Chine, nous devrons juste voir comment cela va se dérouler pour le reste de l'économie mondiale, y compris les États-Unis.